L'histoire commence dans un vaste champ désert où un chevalier confus nommé Dias se demande s'il est victime d'une mauvaise blague. Plus d'un mois auparavant, il était rentré chez lui après avoir remporté une victoire éclatante à la guerre. En récompense, le roi de son pays lui avait accordé un vaste domaine à lui où il devait vivre et qu'il devait administrer. À présent, Dias comprend qu'il s'est fait avoir puisque le roi l'a pratiquement chassé de la capitale pour l'envoyer vivre sur une immense étendue de terre vide. N'ayant reçu aucune autre instruction du roi, Dias pense être libre de faire ce qu'il veut. Il parcourt donc le champ à la recherche de nourriture et d'autres ressources. Peu après, il tombe sur un ruisseau limpide et profite de son eau rafraîchissante. Il continue ensuite à explorer les terres jusqu'à la tombée de la nuit. N'ayant trouvé ni nourriture ni ressources, il s'allonge pour se reposer en se disant qu'il quittera le domaine si toute la région est réellement vide. Le lendemain matin, une jeune Oni nommée Alna interrompt son sommeil en lui donnant un coup de pied et en exigeant de savoir ce qu'il fait sur ces terres. Dias est confus car il n'y avait personne autour de lui la veille. Elle ne se soucie pas de sa confusion et continue de l'interroger afin de connaître ses origines. Dias lui dit qu'il est littéralement sans abri, ce qui rend la jeune fille méfiante. Elle lui demande alors ce qu'il faisait sur ces terres et il lui explique honnêtement que quelqu'un l'a envoyé vivre ici. Il lui révèle ensuite que son seul objectif actuel est de survivre jusqu'au lendemain. Comme Alna refuse de le croire, Dias lui parle de ses rêves. Il explique que ses parents décédés lui avaient demandé comme dernière volonté d'aider les autres et de protéger les faibles et qu'il en avait fait le but de sa vie. Bien qu'Alna s'attende à ce que Dias mente au sujet de cet objectif si noble, sa corne commence à briller d'une lumière bleue, ce qui l'oblige à le croire. A l'inverse, Dias est un homme au cœur pur et il ne comprend pas pourquoi la jeune fille le soupçonnait. Elle lui demande s'il est un ami ou un ennemi, mais il lui rappelle qu'il n'est ni l'un ni l'autre puisqu'ils viennent tout juste de se rencontrer. Pour une raison inconnue, les paroles pourtant raisonnables de Dias ne font que l'énerver davantage. Il se demande pourquoi elle est si frustrée, puis il se rappelle qu'elle vit sur son domaine, ce qui fait d'elle l'une de ses propres sujets. Pensant que la jeune fille teste sa sincérité envers ses sujets, il déclare sérieusement qu'il est son fidèle allié afin de la rassurer. Il promet de la protéger de ses ennemis, quels qu'ils soient, ce qui fait briller sa corne d'un éclat intense. Même la jeune fille est surprise par la force de la sincérité de Dias et elle l'entraîne soudainement quelque part. Peu après, ils entrent dans un village d'Onis. Dias se demande pourquoi il n'a pas pu trouver le village plus tôt, mais il n'a pas le temps de réagir, car la jeune fille le traîne jusqu'à la maison de sa chef. À l'intérieur, la chef est surprise qu'Alna ait amené un étranger, car elle est habituellement très prudente avec les inconnus. Alna lui explique que sa corne n'est jamais devenue rouge, et qu'elle a au contraire brillé d'un bleu éclatant lorsqu'il s'est déclaré son allié. En entendant cela, la chef demande à Dias s'il acceptera également de devenir son allié. Il accepte, affirmant qu'il est l'allié de tous ceux qui vivent dans le village. Cependant, lorsque Dias commence à expliquer que le roi l'a envoyé ici, Alna se lève furieusement et pointe une flèche sur lui. La chef l'arrête car elles n'ont pas encore entendu toute l'histoire de Dias. Toutefois, elle le fixe elle aussi d'un regard sévère et exige une explication complète. Il reste calme malgré la menace et explique que ses parents lui ont toujours dit d'aider les autres et de protéger les faibles. Comme ils sont morts très tôt, Dias s'est retrouvé orphelin. Il a rassemblé les autres orphelins de la ville afin qu'ils vivent ensemble et ils ont survécu en effectuant de petits travaux et en chassant de faibles monstres. En grandissant, une guerre a éclaté contre le pays voisin, alors il a mis ses talents de combattant au service du champ de bataille. Là-bas, il a démontré un talent naturel incroyable pour le combat, ce qui lui a permis de gravir rapidement les échelons. Après 20 années d'une guerre amère, Dias est revenu victorieux et le roi lui a accordé ce domaine vide en récompense. La chef hoche la tête, convaincue qu'il est sincère dans son désir de gouverner son domaine. Elle lui demande alors s'il resterait son allié même si elle et son peuple n'étaient pas des sujets de son royaume. Dias sourit et répond qu'il continuera à la protéger en tant que voisine. À ces mots, la corne de la chef brille elle aussi en bleu, alors Alna baisse son arc. Dias se demande pourquoi elle lui a posé une question aussi étrange, puis il comprend soudain quelque chose. La chef acquiesce, admettant qu'elle et son peuple ne sont pas ses sujets. En réalité, sa tribu est l'ennemi du royaume de Dias. Malgré leur situation, la chef pense que Dias peut devenir son allié car son aura est d'un bleu si pur. Avant qu'il ne décide quoi que ce soit, elle lui demande de l'écouter. Après s'être présentée sous le nom de Moll, elle explique que son peuple a été chassé des plaines il y a plus de 50 ans. Depuis lors, ils sont en guerre avec son royaume, tentant de récupérer leurs terres. Dias se demande comment ils peuvent vivre sans être détectés à l'intérieur du domaine du royaume, alors elle lui explique que son espèce peut utiliser la magie emmagasinée dans leurs cornes. Pour le lui démontrer, elle devient invisible grâce à un sort le laissant stupéfait. Elle révèle ensuite que son peuple peut facilement dissimuler tout son
village avec la même magie. Diaz comprend enfin pourquoi il n'a pas pu détecter le village auparavant, mais il se demande pourquoi Moll lui révèle des informations aussi sensibles. La chef sourit en disant qu'elle ne lui aurait jamais fait confiance si sa corne n'avait pas brillé en bleu. Il s'avère que les Onis peuvent détecter les intentions des autres espèces grâce à leurs cornes. Si une personne n'a aucune mauvaise intention envers eux, leurs cornes restent incolores. Cependant, si elle a des intentions malveillantes, leurs cornes deviennent rouges pour les avertir. Parfois, une personne peut provoquer une lueur bleue, ce qui signifie qu'elle est bienveillante envers le peuple Oni. Malgré cela, si une personne aux bonnes intentions commence à avoir des pensées mauvaises, la corne teinte immédiatement le bleu de rouge. Comme Diaz n'a jamais provoqué la moindre nuance de rouge sur leur corne, elle pense qu'il est une personne totalement digne de confiance. En réalité, elle le considère comme un simple d'esprit, car il essaie encore d'honorer les dernières volontés de ses parents morts. Bien que Diaz soit confus, Moll lui propose de l'aider à gouverner son domaine, promettant de lui donner une maison, de la nourriture et du bétail pour commencer sa nouvelle vie. En échange, elle espère qu'il pourra garder son village secret aux yeux du roi. Diaz accepte son offre et promet de protéger son peuple tant qu'il ne menace pas son royaume. Moll est satisfaite de son attitude, alors elle ordonne à Alna de l'accompagner et de lui montrer les habitudes de leur village. Alna acquiesce d'abord, mais elle est ensuite choquée lorsqu'elle réalise ce qu'on vient de lui ordonner. Moll lui rappelle que c'est elle qui a amené Diaz en premier lieu, donc c'est à elle de s'occuper de lui. Bien qu'elle soit frustrée, Alna accepte. Après cela, elle sort avec Diaz et demande à quelques villageois de lui construire une maison. En seulement quelques heures, les villageois bâtissent efficacement une maison à structure en bois. Diaz est surpris par leur rapidité, alors Alna lui explique que son peuple ne peut pas toujours rester caché. C'est pour cette raison qu'ils construisent leur maison avec des structures légères afin de pouvoir les démonter facilement en cas d'urgence. Une fois la maison installée, Alna lui dit que la nourriture et le bétail lui seront envoyés plus tard. Elle lui propose aussi de l'aider avec le bétail par la suite, ce dont Diaz la remercie. Cependant, il se sent un peu inquiet concernant le nombre de sujets sur son territoire et lui demande si elle connaît un moyen d'augmenter leur population. Alna ne comprend pas pourquoi il veut davantage de sujets, surtout puisque la nourriture est limitée sur leurs terres vides. Elle lui demande comment il compte s'occuper d'une population grandissante, ce qui fait comprendre à Diaz son erreur. Elle lui donne alors un sac de poudre étrange, en expliquant qu'il s'agit d'un appât spécial capable d'attirer les animaux sauvages. Alna dit à Diaz de prendre cette poudre et de la répandre loin du village, puis elle lui explique qu'il pourra gagner plus d'argent pour chaque bête qu'il ramènera. Diaz, avec sa mentalité de gros bras, sourit en apprenant qu'il a enfin un travail qui demande des muscles plutôt que de la réflexion. Quelques minutes plus tard, après s'être suffisamment éloigné, il décide qu'il est enfin temps de commencer la chasse. Cependant, comme Alna ne lui a jamais dit quelle quantité de poudre utiliser, il répand tout le sac comme un idiot. Cela attire tout un troupeau de bovins sauvages, mais Diaz ne voit dans cette situation qu'un défi excitant. Il lève sa hache et accueille le troupeau, déchirant les bêtes comme si elles n'étaient les rien. Après avoir chassé la moitié du troupeau, le reste des animaux s'enfuit, laissant Diaz seul avec les cadavres de leurs malheureux congénères. Malheureusement, il se rappelle enfin qu'il doit aussi transporter les lourdes bêtes jusqu'à chez lui. Sans charrette pour les déplacer, il laisse les autres animaux derrière lui et n'en porte qu'un seul. Alors que Diaz rentre chez lui, il s'inquiète qu'Alna soit en colère contre lui, puisqu'elle s'agace facilement de ses absurdités. À sa grande surprise, elle est ravie de voir l'énorme bête, car la viande est une ressource rare dans son village. En voyant son air déçu, Alna lui demande ce qui ne va pas, alors il lui explique qu'il a dû laisser plus de 3 douzaines de bêtes derrière lui. En apprenant à quel point il est fort, elle est choquée et revoit immédiatement son opinion sur lui. Moll sort également et félicite Diaz pour sa démonstration de virilité. Alna est d'accord et part rapidement prévenir les villageois afin qu'ils puissent ramener le reste des bêtes. Diaz se demande ce que Moll entend par virilité, alors elle lui explique qu'il s'agit simplement de la capacité d'un homme à travailler. Plus un homme est capable de travailler et de gagner de l'argent, plus il est viril aux yeux des femmes de sa tribu. Après avoir appris cela, Diaz comprend pourquoi Alna semblait si contente de lui, mais il pense que l'apparence et la personnalité comptent également. Moll n'est pas d'accord, affirmant que ni l'apparence ni la personnalité ne mettent de nourriture sur la table. Diaz comprend son point de vue, il réalise que, pour une petite tribu, la nourriture et la survie sont les seules choses vraiment importantes, contrairement aux habitants du royaume. Puis Moll lui dit qu'il devra travailler encore un peu plus dur s'il veut épouser une beauté comme Alna. Il devient gêné et fait comme si ce n'était pas du tout son intention, ce qui pousse Moll à le taquiner encore davantage. Le lendemain, Diaz se réveille à cause de l'odeur d'un petit déjeuner fraîchement préparé dans sa chambre. Il découvre Alna en train de cuisiner pour lui avec un sourire bien plus
soumis que celui qu'elle affichait auparavant. Après avoir mangé, il complimente sa cuisine, ce qui la fait rougir. En le regardant manger d'aussi près, Alna ne supporte plus la tension et décide de changer de sujet pour revenir à la chasse. Elle explique que sa tribu a encore besoin d'un puits pour avoir de l'eau ainsi que de toilettes extérieures pour accueillir des invités, ce qui aidera Dias à agrandir son domaine. Cependant, le village n'a pas assez d'argent pour payer l'artisan, alors Dias accepte de chasser pour eux. Alna lui demande de chasser quelques monstres, alors il y réfléchit. Même si la viande de monstres est toxique et immangeable, leurs matériaux rares se vendent à des prix incroyables. Dias accepte de chasser, se demandant si ces paisibles plaines abritent vraiment des monstres. Alna révèle qu'elle peut détecter les monstres grâce à sa corne magique, mais Dias refuse de la mettre en danger. Cependant, elle insiste pour l'accompagner, alors il accepte de l'emmener. Plus tard, alors que Dias s'occupe de son bétail, quelques hommes du village lui apportent de la nourriture et des couvertures. En ressentant le respect qu'ils lui portent, il comprend que ce village se soucie réellement des hommes capables de les protéger. À ce moment-là, Alna sort de sa cabane après s'être préparée pour le voyage. Dias remarque qu'elle s'est maquillée, tandis que les autres hommes deviennent jaloux de lui. Pendant ce temps, Alna sourit et lui dit que les autres hommes s'occuperont du bétail pendant qu'ils seront partis chasser. Tous les deux se mettent en route et après avoir atteint une colline rocheuse, Alna récite une incantation magique afin de repérer les monstres. Une étrange lumière bleue l'entoure, lui révélant l'emplacement d'un monstre proche. Dias acquiesce et dit à Alna de se cacher pendant qu'il chasse la créature, mais elle refuse. À la place, elle propose de l'aider en utilisant sa magie de dissimulation, alors il accepte de la laisser combattre. Peu après, il trouve le monstre qui ressemble à une tortue géante. Les yeux d'Alna s'écarquillant de choc car elle sait qu'il s'agit en réalité d'un dragon de terre. Cependant, Dias ne partage pas sa peur. Malgré ses avertissements, il bondit pour combattre et lui ordonne de rester en arrière. Lorsque le dragon le remarque, Dias saute sur son dos et frappe violemment sa carapace dure. L'impact ne laisse pas la moindre éraflure et casse plutôt la pointe de sa hache. Dias tente d'attaquer les points faibles du dragon, mais celui-ci se réfugie dans sa carapace pour se défendre. Alna lui suggère de fuir tant qu'il en a encore l'occasion, car un dragon de terre peut anéantir à lui seul toute une troupe d'hommes. Dias refuse de fuir, car il lui reste encore quelques tours dans son sac. Il décide de frapper le même endroit jusqu'à ce qu'il se fissure et commence à marteler le dos de la tortue. Après un long moment à frapper inutilement avec sa hache, la lame commence à se fissurer. Alna s'inquiète pour lui, mais Dias garde confiance en son arme. Comme sa hache est une arme spéciale ayant appartenu à un ancien shogun, elle possède la capacité de réparer les dégâts légers grâce à un sort de réparation. Cependant, Dias est seulement capable de la forcer à se réparer rapidement grâce à sa magie. Alors, il la répare sous les yeux choqués d'Alna. Il continue ensuite à frapper sans relâche le dos du dragon. Finalement, le miasme toxique émanant du dragon se condense dans la zone, et Alna commence à se sentir mal. Réalisant qu'elle est en danger, Dias accepte de partir après avoir porté un dernier coup. À sa surprise, son dernier coup traverse réellement la carapace du dragon. Furieuse, la créature sort de sa carapace et lui lance une boule de feu. Dias esquive la boule de feu et frappe les pattes vulnérables du dragon. Alors qu'il se prépare à attaquer, il réalise que le dragon a repéré Alna. Sachant qu'il n'est pas de taille face à Dias, le monstre rusé décide de la prendre pour cible à la place. Furieux de son audace, Dias saute dans les airs et s'abat violemment sur le dragon, lui transperçant la colonne vertébrale et le tuant. Alna se met immédiatement à pleurer devant sa démonstration de courage et se précipite dans ses bras. Avant même que Dias puisse comprendre son étreinte, elle déclare aussitôt qu'ils vont se marier. Dias retourne au village peu de temps après, et avec l'aide de plusieurs villageois Oni, il traîne l'immense corps du dragon de terre à travers le village. Les villageois annoncent fièrement que Dias a vaincu le dragon de terre entièrement seul, et tous ceux qui les entourent se mettent à l'acclamer et à le féliciter pour un exploit aussi incroyable. Une fois le corps du dragon enfin déposé en toute sécurité, Dias observe silencieusement les villageois en train de célébrer. Cependant, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi tout le monde est aussi enthousiaste, car il ne considère pas la défaite du dragon de terre comme quelque chose d'extraordinaire. Moll s'approche alors de Dias et lui dit qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'il ait réussi à vaincre le dragon de terre à lui tout seul. Dias hausse simplement les épaules et affirme que ce n'était vraiment rien de spécial. Plutôt que de réclamer un trésor ou des éloges, il dit qu'il préférerait qu'un véritable puits et des latrines soient construits grâce à la valeur du dragon de terre. Moll sourit et lui répond que cela ne posera aucun problème, car une seule patte du dragon de terre vaut déjà suffisamment cher pour financer plusieurs puits à elle seule. En entendant cela, Dias comprend enfin à quel point le dragon de terre est incroyablement précieux. Moll lui explique ensuite qu'il prévoit de rendre à Dias une grande partie des matériaux précieux du dragon, puisqu'il est celui qui l'a vaincu. En plus de cela, ils construiront les installations supplémentaires qu'il a demandées et lui offriront
offriront plusieurs autres cadeaux afin de le récompenser pour tout ce qu'il a accompli. Cependant, l'expression de Diaz se durcit lorsque Moll lui rappelle de conserver une partie de la récompense pour le cadeau de mariage d'Alna. Elle affirme que les parents d'Alna seraient ravis de recevoir quelque chose comme une griffe du dragon de terre ou l'un de ses énormes crocs en guise de présent. Diaz paraît complètement perdu et ne comprend sincèrement pas pourquoi tout le monde continue de parler de mariage. Il demande à Moll ce que toutes ces histoires de mariage sont censées signifier. Moll lui explique calmement qu'il épousera Alna, que l'idée lui plaise ou non. Elle dit qu'Alna est prête à faire tout ce qu'il faudra pour nouer une relation étroite avec lui, et que l'intégrer à la famille par le mariage est donc la meilleure option dont il dispose. Moll explique également à Diaz que même s'il parvient d'une manière ou d'une autre à ne pas épouser Alna, il ne pourra pas échapper au problème, car toutes les autres filles du village commenceront immédiatement à l'entourer et à tenter de le séduire à leur tour. Après avoir entendu cela, Diaz comprend rapidement que cette situation deviendrait probablement encore plus problématique que d'épouser Alna dès le départ. Malgré tout, Moll lui dit de ne pas s'inquiéter, car Alna est déjà partie parler à ses parents afin d'organiser le mariage. Dès que Diaz entend cela, il comprend que c'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas vu Alna depuis un certain temps. Il demande alors à Moll si cela signifie qu'ils sont désormais officiellement fiancés. Moll lui explique que les Oni ne suivent pas les mêmes coutumes de fiançailles que les humains. À la place, dès que les deux parties donnent leur accord, ils se marient tout simplement immédiatement. Malgré cela, Diaz sera tout de même celui qui décidera de la date exacte à laquelle le mariage aura réellement lieu. Moll poursuit en expliquant que plus Diaz renforcera ses liens avec le village et ses habitants, plus il se rapprochera du titre de prochain seigneur suprême. Si elle déploie autant d'efforts pour aider Diaz à devenir le seigneur suprême, c'est parce qu'elle sait exactement ce qui s'est passé la dernière fois. La personne précédemment choisie pour occuper ce poste s'est révélée totalement incapable de diriger tout le monde et elle refuse que l'histoire se répète en laissant une autre personne inadaptée devenir le prochain seigneur. Après le départ de Moll, Diaz surprend certains villageois en train de parler de la chance qu'a Alna d'épouser un homme aussi fort que lui à un si jeune âge. En entendant cela, Diaz devient curieux et demande à l'un d'eux quel âge Alna a réellement. Dès qu'il apprend qu'elle n'a que 15 ans, sa mâchoire manque de se décrocher. Comme il en a 35, il est suffisamment âgé pour être son père, ce qui rend toute la situation encore plus choquante à ses yeux. Heureusement, le royaume possède une loi stipulant qu'une personne doit avoir au moins 18 ans avant de pouvoir se marier. Cela signifie que Diaz ne serait que fiancé à Alna pendant les 3 prochaines années et que lorsque le mariage aura enfin lieu, il sera probablement devenu un véritable seigneur. Assis seul, Diaz comprend qu'il a besoin d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées et se préparer à tout ce qui se passe autour de lui. Peu de temps après, Alna s'approche de lui avec un grand sourire et lui annonce que tout a déjà été organisé. Elle lui demande ensuite ce qu'il aimerait manger au petit déjeuner le lendemain matin. Diaz lui sourit simplement en retour et lui dit que tout ce qu'elle décidera de préparer lui conviendra. Cependant, il ne s'attendait absolument pas à participer à un immense banquet de présentation Oni, durant lequel tout le monde l'accueillit officiellement dans le village et célébra son avenir avec Alna. Quelque temps après le banquet, le nouveau puits et les latrines sont enfin achevés, et la vie du village reprend progressivement son cours normal. Cet après-midi-là, Diaz termine la construction d'une nouvelle tente et se dit qu'il doit vraiment s'améliorer dans ce domaine. Après tout, si davantage de personnes décident de s'installer dans le village, il ne veut pas que les nouveaux habitants soient obligés de dormir à même le sol sans abri convenable. À cet instant, Alna s'approche soudainement de lui et lui dit qu'elle ressent la présence d'un monstre venant du nord. Elle lui explique qu'il ne semble pas s'agir d'un très gros monstre, mais qu'il se dirige bel et bien tout droit vers le village. Diaz répond calmement qu'il ira s'en occuper lui-même, convaincu que cela ne lui prendra pas longtemps. Cependant, Alna insiste pour l'accompagner. Diaz affirme que c'est trop dangereux pour elle, mais comme Alna continue d'insister et refuse de rester en arrière, il finit par céder et l'autorise à venir avec lui. Peu de temps après, tous les deux arrivent à l'origine de la perturbation et découvrent que le monstre qui se dirige vers le village est en réalité un ogre. En voyant à quel point l'ogre est immense, Diaz et Alna comprennent qu'ils doivent mettre fin au combat aussi rapidement que possible. Tous les deux se lancent immédiatement dans la bataille et Diaz est surpris de voir à quel point Alna est agile et talentueuse avec un arc. Elle se déplace facilement sur le champ de bataille tout en décochant des flèches d'une grande précision et en travaillant ensemble, ils parviennent à abattre l'ogre sans trop de difficultés. Cependant, le sang de l'ogre dégage une odeur absolument atroce. Après le combat, Alna fronce le nez et ordonne à Diaz d'aller se laver correctement car elle refuse de le laisser entrer dans la maison tant qu'il sentira aussi mauvais. Diaz n'a donc pas d'autre choix que de se nettoyer avant de rentrer. Le lendemain, Diaz est perdu dans ses pensées en se rappelant à quel point la journée précédente s'est
s'est révélée décevante. Au lieu de rencontrer de nouvelles personnes susceptibles de devenir des habitants du village, ils ont simplement fini par affronter un autre monstre dangereux. C'est alors qu'Alna accourt soudainement vers lui et annonce avec enthousiasme qu'ils sont enceintes et qu'ils vont avoir des petits. Il s'avère cependant qu'elle parlait en réalité de Françoise, qui était enfin tombée enceinte après avoir attendu pendant très longtemps. Alna rappelle ensuite à Diaz que les bars sont des créatures extrêmement intelligentes, mais que cette intelligence s'accompagne d'une faiblesse. Ils sont beaucoup plus sensibles à la peur et au stress émotionnel que la plupart des autres races, et ce problème s'aggrave encore davantage pendant la grossesse. La pression devient parfois si accablante qu'elle peut même leur coûter la vie. Pour cette raison, Alna suggère à Diaz de rester quelque temps près de Françoise et Francis afin qu'ils puissent se sentir en sécurité et soutenus. Pour le moment, ils vivront donc tous ensemble dans la même yourte. Alna suppose que Diaz n'appréciera probablement pas cet arrangement, car les bars dégagent une odeur particulièrement forte pendant la grossesse. À sa grande surprise, Diaz ne s'en soucie absolument pas et accepte sans se plaindre. Sa réaction soulage Alna, car elle lui montre à quel point il est réellement attentionné et prévenant. Un instant plus tard, la corne d'Alna se met soudainement à briller, signe que des monstres, ou du moins des visiteurs inconnus, se trouvent à proximité. Elle explique rapidement qu'elle sent 10 chevaux approcher depuis l'est. Diaz comprend qu'il s'agit de la même direction que la capitale royale, mais comme il n'attend aucune visite, la situation lui paraît suspecte. Diaz décide d'aller enquêter pendant qu'Alna reste en arrière pour surveiller le village. Il traverse rapidement les plaines ouvertes et repère bientôt le groupe de voyageurs. Au début, il se prépare au cas où ils seraient des ennemis, mais son attitude change dès qu'il reconnaît parmi eux son vieil ami Klaus. Il le salue immédiatement d'une poignée de main amicale et lui demande ce qu'il fait aussi loin d'ici. Klaus lui explique que la dame qui voyage avec eux est celle qui est venue rencontrer Diaz. Diaz n'a aucune idée de qui elle est censée être, mais il décide de ramener le groupe jusqu'à sa tente afin qu'ils puissent discuter en privé. Une fois sur place, il comprend qu'il a eu raison de dissimuler tout ce qui se trouve autour, à l'exception de la yourte qu'il a construite. Il a promis de garder le village des Oni secrets et révéler leur existence à des étrangers aurait créé beaucoup de problèmes inutiles. Une fois tout le monde installé, la jeune femme finit par se présenter comme Diane, la troisième princesse du royaume. Elle demande poliment à Diaz si son manoir est toujours en construction, car elle n'a aperçu ni serviteur, ni le moindre signe d'une propriété appartenant à un noble dans les environs. Diaz lui explique simplement qu'il ne possède aucun manoir et qu'aucun serviteur ne travaille pour lui. La seule demeure qu'il possède est la yourte qui se tient devant eux, et même si elle ne semble pas particulièrement impressionnante, il a consacré énormément de temps à la construire de ses propres mains. Diane est surprise d'apprendre que Diaz a bâti tout ce qui l'entoure lui-même, surtout parce que le roi lui avait soi-disant accordé une immense récompense ainsi qu'une somme d'argent encore plus importante pour l'aider à s'installer. À sa grande surprise, Diaz lui révèle qu'il n'a jamais reçu la moindre pièce de la part du roi. Au lieu de cela, il a simplement été abandonné au milieu de nulle part sans même recevoir de nourriture ni d'eau pour survivre. Mettant cela de côté, Diaz demande à Diane ce qui l'a conduite jusqu'à un endroit aussi isolé. Diane lui explique qu'une guerre est sur le point d'éclater autour de la capitale royale et qu'ils sont venus demander son aide, car le peuple le considère désormais comme le sauveur héroïque du royaume. En guise de récompense pour son aide, elle lui propose même de l'épouser elle-même. Cependant, Diaz n'a absolument aucune envie de se retrouver mêlé à une nouvelle guerre. Maintenant que Françoise vient de tomber enceinte, il a des choses bien plus importantes à protéger. Il refuse donc calmement son offre et demande poliment à Diane de partir si c'est la seule raison pour laquelle elle est venue. L'un des gardes de Diane devient furieux en entendant Diaz rejeter la proposition de la princesse et tente de l'intimider en brandissant son épée. Avant même que l'attaque puisse l'atteindre, Diaz réagit instinctivement et repousse l'arme d'un seul coup, tranchant proprement l'épée en deux. Le garde se prépare immédiatement à attaquer de nouveau, mais Klaus intervient rapidement et l'arrête. Il explique aux autres qu'il est inutile d'essayer d'affronter Diaz, car même s'ils l'attaquaient tous ensemble, ils n'auraient toujours aucune chance contre lui. Après le départ du groupe, Diaz regarde autour de lui et comprend qu'il a peut-être utilisé un peu trop de force. Son attaque a endommagé les tapis recouvrant le sol de la yourte et il réalise immédiatement qu'Alna va forcément le réprimander pour avoir causé un tel désordre. Pendant ce temps, Diane repart silencieusement tout en gardant une profonde rancune envers Diaz pour avoir refusé à la fois sa demande et sa proposition de mariage. Lorsque Diaz sort de la tente, Alna apparaît soudainement avec Francis et Françoise qui étaient tous restés cachés à proximité pendant tout ce temps. Alna explique
explique que toutes les personnes venues avec Diane sont reparties entourées d'une aura rouge, à l'exception d'une seule personne dont l'aura est restée bleue. Elle précise qu'une aura rouge représente l'hostilité, tandis qu'une aura bleue indique la confiance ou l'affection. En entendant cela, Diaz en déduit que la seule personne possédant l'aura bleue devait être Klaus. Le lendemain matin, Diaz se réveille en sentant l'odeur du petit déjeuner qu'Alna est en train de préparer. Tout en cuisinant, elle lui annonce soudainement qu'un humain erre dans les environs. Ce qui est étrange, c'est que cette personne ne semble rien chercher en particulier et se contente de marcher sans destination précise. Diaz suppose qu'il s'agit probablement d'un voyageur perdu, alors il décide d'aller vérifier par lui-même. Alna, Francis et Françoise décident également de le suivre, mais ils utilisent leur capacité de dissimulation afin de ne pas être vus par le visiteur. Après avoir marché un moment à travers la vallée, Diaz finit par apercevoir le voyageur et découvre qu'il s'agit de Klaus. Lorsqu'il se retrouve, Diaz remarque immédiatement que Klaus ne porte plus son armure et qu'il n'a plus son épée avec lui. Klaus lui explique qu'il s'est volontairement fait renvoyer de l'armée car il ne voulait pas finir par combattre sur les lignes de front lors de la guerre à venir. À la place, il a voyagé jusqu'ici parce qu'il souhaite travailler pour Diaz en tant que soldat personnel. En entendant cela, Diaz se rappelle que Klaus était la seule personne à ne jamais l'avoir méprisé parce qu'il était orphelin. Même lorsque tous les autres le traitaient différemment, Klaus lui témoignait toujours du respect. Diaz reconnaît qu'avoir une personne comme Klaus à ses côtés serait rassurant, mais avant de prendre une décision, il estime qu'il devrait demander à Alna ce qu'elle en pense. L'instant suivant, Alna apparaît soudainement de nulle part, prenant Klaus complètement par surprise. Elle dit à Diaz qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter, car Klaus a conservé une aura bleue depuis le début, ce qui prouve qu'il n'a aucune intention hostile. Klaus commence immédiatement à bombarder Diaz de questions pour savoir d'où Alna est sortie et comment elle a pu apparaître de nulle part. Cela fait maintenant 10 jours que Klaus a décidé de laisser son ancienne vie derrière lui et d'en commencer une nouvelle aux côtés de Diaz. Pendant ce temps, Diaz l'a gentiment aidé à construire sa propre yourte afin qu'il dispose d'un véritable endroit où vivre. Il lui a également offert une lance ainsi qu'une armure complète fabriquée à partir des matériaux du dragon de terre qu'il avait vaincu. Klaus sait que ces cadeaux sont d'une valeur incroyable, au point que même les membres de la famille royale auraient du mal à se les procurer. En raison de tout ce que Diaz a fait pour lui, Klaus se promet de ne jamais trahir la confiance qu'il a placée en lui. Plus tard dans la journée, Alna prépare le déjeuner et sert à tout le monde un repas bien chaud. En mangeant, Klaus est sincèrement impressionné par la saveur des plats. Il félicite Alna pour sa cuisine et lui dit qu'elle ferait une excellente épouse pour Diaz. En entendant un compliment aussi sincère, Alna sourit et lui répond joyeusement qu'il peut se resservir s'il le souhaite. Alors qu'il continue de manger, Klaus appelle Diaz, seigneur, et l'invite poliment à se joindre au repas. Diaz lui dit immédiatement qu'il n'a pas besoin d'être aussi formel en permanence et lui demande de simplement l'appeler par son prénom. Cependant, Klaus refuse, affirmant qu'il est important de bien marquer la différence entre leurs positions. En voyant à quel point Klaus prend cela au sérieux, Diaz comprend qu'il est bien plus dévoué et enthousiaste qu'il ne le pensait au départ. À cet instant, la corne d'Alna se met soudainement à briller en vert. Elle annonce aussitôt qu'elle ressent la présence de 12 humains approchant depuis l'est. En se concentrant davantage sur eux, elle découvre que l'une de ces 12 personnes est extrêmement faible et se trouve déjà à l'article de la mort. En entendant cela, Diaz décide de se rendre lui-même dans les plaines afin d'examiner la situation. Klaus déclare rapidement qu'il veut l'accompagner pour l'aider, mais Diaz lui ordonne de rester sur place afin de protéger le village. Il lui explique que quelqu'un doit rester en arrière au cas où quelque chose d'imprévu se produirait. Diaz ajoute que s'il rencontre un véritable danger, il renverra immédiatement Alna et Francis pour le prévenir. Une fois la décision prise, Diaz, Alna et Francis quittent le village et se dirigent vers le groupe qui approche. Après les avoir regardés disparaître au loin, Klaus commence à se demander qui peuvent bien être ces visiteurs. Il soupçonne qu'il s'agit probablement de personnes envoyées par la capitale royale. À l'heure actuelle, le royaume est plongé au cœur d'une violente lutte de succession opposant les 5 princes et princesses, chacun d'entre eux se battant pour devenir le prochain souverain. Klaus se souvient que la princesse Diane possède bien moins de forces militaires que ses frères et sœurs. C'est probablement pour cette raison qu'elle est venue jusqu'ici auparavant, dans l'espoir de recruter Diaz pour combattre à ses côtés. Klaus commence également à soupçonner que si Diaz n'a jamais reçu la récompense promise par le roi, c'est parce que le deuxième prince se l'est secrètement approprié. Klaus sait que le conflit entre les nobles ne restera pas éternellement confiné à la capitale. Tôt ou tard, cette lutte politique s'étendra également jusqu'à ce village. Malgré cela, il ne craint pas ce qui pourrait arriver. Au contraire, il décide silencieusement que si ce jour vient un jour, il n'hésitera pas à se battre et même à donner sa vie pour Diaz si cela s'avère nécessaire.
supplémentaires. À peine quelques instants plus tard, Klaus est surpris de voir Diaz revenir bien plus tôt que prévu, accompagné d'un groupe de réfugiés épuisés et complètement exténués. Diaz et Alna commencent immédiatement à prendre soin des voyageurs, veillant à ce que chacun dispose d'un endroit où se reposer, tout en donnant de la nourriture et de l'eau à ceux qui en ont le plus besoin. Lorsque la nuit tombe enfin, Diaz explique la situation à Klaus. Il lui révèle que toutes ces personnes ont été chassées des terres qu'elles considéraient autrefois comme leur foyer, les laissant sans aucun endroit où aller. Les femmes âgées du domaine ont été expulsées à cause d'une immense pénurie de nourriture. Les habitants estimaient que nourrir les personnes âgées était un gaspillage, alors ils les ont abandonnées. En entendant cela, Klaus comprend immédiatement que le domaine voisin doit être celui des Kazdek. Il avait d'ailleurs traversé cet endroit en venant ici, et celui-ci se trouvait dans un état déplorable. La vieille femme allongée au sol se nomme Grand-mère Maya, et elle est également leur dirigeante. Diaz explique qu'elle a utilisé son don de divination pour trouver un moyen de leur permettre de survivre, ce qui les a finalement conduites jusqu'ici. Mais au lieu de considérer cela comme un problème, Diaz se réjouit, car son domaine vient de gagner 12 nouveaux sujets. Diaz commence immédiatement à construire des yourtes pour les nouveaux arrivants, mais Klaus l'arrête. Il lui rappelle que ces personnes âgées ne pourront pas effectuer beaucoup de travail, ni contribuer au développement du domaine. Diaz se contente de sourire et répond que cela les rend encore plus précieuses, puisqu'elles peuvent enseigner à tout le monde les secrets permettant de vivre longtemps. Alna approuve les paroles de Diaz et affirme qu'ils doivent accueillir chaleureusement leurs nouveaux habitants. À cet instant, Klaus comprend enfin que c'est précisément cette manière de penser qui a permis à Diaz d'aller aussi loin. Klaus se souvient de l'époque où il était chevalier pendant la guerre. Lorsque la situation était devenue désespérée, tous les autres soldats avaient choisi de s'enfuir afin de sauver leur propre vie. Diaz avait été le seul à rester. Au lieu de penser à lui-même, il avait secouru un enfant en pleurs et l'avait ramené sain et sauf auprès de sa mère. Alors que les soldats ennemis se rapprochaient d'eux, Klaus et Diaz avaient combattu côte à côte et vaincu toute l'escouade à eux seuls. Klaus avait terminé la bataille couvert de blessures, tandis que Diaz n'avait même pas reçu la moindre égratignure. Même après leur victoire, Diaz se préoccupait davantage de calmer un bébé en pleurs que de célébrer leur triomphe. En repensant à cette journée, Klaus comprend à quel point il avait été stupide. À l'époque, il croyait que le plus grand honneur serait de mourir pour Diaz. Mais il comprend désormais que son véritable devoir est de rester en vie et de continuer à le soutenir aussi longtemps que possible. Dès le lendemain, Diaz termine la construction de toutes les yourtes, alors tout le monde se rassemble à l'intérieur de l'une d'elles pour tenir une réunion. Grand-mère Maya explique à Diaz que les personnes âgées pourront malgré tout se rendre utiles. Lorsque la laine des barres commencera à s'accumuler, elles pourront la filer et la transformer en tissu. Diaz pense que cela représenterait une aide considérable pour le village. Cependant, tout le monde remarque que Diaz n'a pas l'air très heureux, alors il lui demande ce qui le préoccupe. Diaz explique que maintenant qu'il dispose enfin d'un nombre suffisant d'habitants, il souhaite donner officiellement un nom à leur colonie, mais qu'il n'arrive pas à en trouver un qui lui plaise. Les autres proposent rapidement de l'appeler le village de Diaz, mais il refuse, car il ne veut pas que le village porte son propre nom. Klaus suggère alors le village du tueur de dragons, mais cette idée est également rejetée par tout le monde. Alna prend alors la parole avec une autre proposition. Elle suggère de l'appeler le village d'Iluk, ce qui signifie le premier village dans l'ancienne langue. Diaz apprécie immédiatement la sonorité du nom et tout le monde convient qu'il est parfait. C'est ainsi que leur nouveau foyer devient officiellement le village d'Iluk. Après la fin de la réunion, grand-mère Maya s'approche discrètement de Diaz. Elle comprend qu'il souhaite accueillir davantage de personnes dans le village, alors elle lui propose une idée. Elle lui suggère de vendre les matériaux de dragon qu'il a récoltés et d'utiliser l'argent pour acheter des esclaves. Diaz rejette immédiatement cette idée car il déteste l'esclavage. Pendant la guerre, il a vu d'innombrables soldats réduits en esclavage sur le champ de bataille et chacun d'entre eux était traité de manière abominable. À cause de ces expériences, il a déjà décidé que l'achat et la vente d'esclaves seraient totalement interdits dans son domaine. Après avoir entendu sa réponse, grand-mère Maya admet qu'elle n'a évoqué cette idée que pour le mettre à l'épreuve et voir comment il réagirait. Elle s'excuse de l'avoir testé, mais explique qu'elle l'a fait parce qu'ils ont souffert sous le joug de nombreuses personnes cruelles par le passé. Diaz sait qu'elle parle des Kazdek. Il lui promet que le village d'Iluk ne deviendra jamais un endroit comme celui-là et que tous ceux qui y vivront seront traités avec respect. Le lendemain, un marchand itinérant arrive dans le domaine de Diaz. Diaz est complètement stupéfait lorsqu'il réalise que le marchand est en réalité une grenouille. Celui-ci descend de son cheval et se présente sous le nom de Peijin. Il explique qu'il est venu examiner les matériaux de dragon qu'il souhaite me vendre. Diaz jette un regard vers la corne d'Alna et remarque qu'elle est devenue blanche, ce qui signifie que Peijin n'a aucune intention
hostile à leur égard. Rassuré, Diaz dépose les matériaux de dragon devant lui. Peijin est stupéfait par leur taille gigantesque. En les examinant de plus près, il commence à se demander si Diaz dit réellement la vérité lorsqu'il affirme avoir vaincu un dragon aussi énorme à lui seul. Au lieu de discuter ou d'essayer de le convaincre avec des paroles, Diaz décide de lui en apporter la preuve par ses actes. Il utilise son attaque caractéristique et tranche proprement l'une des écailles du dragon en deux d'un seul coup. Cette incroyable démonstration de force suffit à convaincre Peijin. Il accepte immédiatement que Diaz est bien celui qui a vaincu le dragon. Après cela, Peijin fait sortir deux jeunes filles et dit qu'il espère que Diaz acceptera de les prendre en échange d'un prix raisonnable. Diaz regarde immédiatement les filles et suppose qu'elles sont vendues comme esclaves, ce qui le met dans une colère noire. Alors qu'il est sur le point de réagir, Alna lui attrape la main et lui demande de se calmer. Grand-mère Maya s'avance ensuite et informe poliment Peijin qu'ils ne souhaitent pas acheter d'esclaves. Peijin s'empresse alors d'expliquer la situation. Il affirme que les deux filles ne sont pas du tout des esclaves. Ce sont des sœurs jumelles et le village où elles sont nées croyait que les jumeaux n'apportaient que désastre et malchance. À cause de cette croyance, les villageois avaient prévu de les exécuter. Leurs parents se sont enfuis avec elles et se sont cachés au plus profond de la forêt. Avec le temps, leurs deux parents sont tombés gravement malades et ont compris qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps à vivre. Avant de mourir, ils ont rencontré Peijin et l'ont supplié de prendre soin des jumelles. Au début, Peijin a refusé car il était marchand et non quelqu'un qui faisait œuvre de charité. Cependant, les parents lui ont offert une importante somme d'argent et il a fini par accepter. Maintenant que tout cet argent a été dépensé, continuer à prendre soin des filles ne fait que l'enfoncer davantage dans les dettes. N'ayant plus aucune autre solution, il demande à Diaz d'accueillir les jumelles. Alna explique à Diaz que Peijin dit la vérité, alors Diaz accepte de prendre les filles sous sa protection. Il propose même de rembourser Peijin pour tout ce qu'il a dépensé en prenant soin d'elle. Peijin est profondément reconnaissant envers Diaz pour sa gentillesse. Diaz prend ensuite doucement les deux filles dans ses bras et leur souhaite la bienvenue au village. Il leur demande leur nom et elles se présentent timidement comme Senai et Ayan. Diaz sourit et leur dit qu'elles portent toutes les deux de très beaux noms. Il leur demande ensuite d'aller prendre un bain avec Alna afin de se nettoyer avant le dîner. Après le départ des filles, Klaus admet qu'il est surpris de voir à quel point Diaz s'entend naturellement bien avec les enfants. Diaz lui explique que lorsqu'il était plus jeune, il jouait le rôle de grand frère et de figure paternelle auprès des autres orphelins. S'occuper d'enfants lui vient donc naturellement. Au coucher du soleil, Senai et Ayan reviennent après leur bain et Diaz remarque à quel point elles ont l'air propres et reposées. Au même moment, grand-mère Maya comprend que les jumelles ne sont pas entièrement humaines. Malgré cela, elle estime qu'elles s'intégreront parfaitement parmi tous les habitants du village d'Iluk. Un peu plus tard, Alna s'approche des jumelles et leur explique que leur nom possède un lien profond avec la lune dans l'ancienne langue. Pour cette raison, elle offre à chacune d'elles un joyau Ai, affirmant que le pouvoir de la lune est censé résider à l'intérieur de ces pierres. En entendant ces paroles, Senai et Ayan se souviennent de leurs parents. Ce souvenir suffit à les faire toutes les deux éclater en sanglots. Diaz et Alna prennent immédiatement les filles dans leurs bras et les réconfortent, leur disant qu'elles n'ont désormais plus besoin de s'inquiéter car elles sont enfin en sécurité. Alors que les jumelles passent du temps à faire connaissance avec les Bahar, Alna confie discrètement à Diaz que Senai et Ayan ne semblent pas être entièrement humaines. Diaz l'écoute attentivement mais cela ne semble pas le déranger. Une dizaine de jours plus tard, les jumelles se sont beaucoup mieux habituées à la vie au village. On peut même les voir se disputer pour une pomme de terre à moitié mangée. Soudain, Alna ressent qu'une personne seule se dirige vers le village à cheval. Diaz annonce qu'il va voir de qui il s'agit. Avant son départ, Senai et Ayan lui demandent de rentrer sain et sauf à la maison. Dans la plaine, Diaz aperçoit le cavalier qui s'approche. Alna ressent une présence blanche émanant de lui, ce qui signifie qu'il n'a aucune intention hostile. Une fois arrivé devant eux, l'homme se présente comme Kamalotz, originaire du domaine des Kazdek. Il explique que le dirigeant des Kazdek, le seigneur Eldan, souhaite rencontrer Diaz. Kamalotz précise que le seigneur Eldan est déjà en chemin et demande s'il serait possible que la rencontre se déroule dans le manoir de Diaz. Avant même qu'il puisse terminer sa phrase, Diaz l'interrompt et déclare qu'ils se rencontreront plutôt ici même. Kamalotz comprend sa décision et repart à cheval pour transmettre le message. Pendant que Diaz attend, il réfléchit à la situation. La venue d'un seigneur récemment nommé ne peut signifier qu'une seule chose, la rébellion du deuxième prince a réussi. Malgré cela, Diaz a déjà pris sa décision. Quoi qu'il arrive, il ne laissera pas le seigneur Eldan s'approcher du village d'Iluk. Peu de temps après, Diaz regarde au loin et reste sous le choc lorsqu'il aperçoit enfin le seigneur Eldan qui s'approche. Diaz sait que le seigneur du domaine de Kazdek aurait, selon les rumeurs, de nombreuses esclaves autour de lui. À cause de cela, Diaz décide immédiatement qu'il ne veut pas voir quelqu'un
comme lui s'approcher de son peuple. Cependant, Dias reste complètement abasourdi lorsqu'Alna lui apprend que le Seigneur et tous ses hommes dégagent une aura bleue et amicale. Dias comprend alors que sa première impression d'Eldan était peut-être totalement erronée. Le Seigneur accourt ensuite vers Dias avec enthousiasme et se présente sous le nom d'Eldan. Eldan explique que depuis son enfance, il entend des histoires sur les exploits incroyables de Dias en tant que sauveur héroïque. Grâce à ces récits, Eldan a toujours admiré Dias et lui a voué un profond respect. Dias réalise rapidement qu'il s'était complètement trompé sur Eldan, il s'excuse pour ce qu'il avait pensé auparavant et accueille Eldan et ses hommes dans le village. Mettant cela de côté, Eldan demande soudain à Dias qui est la jeune femme qui se tient à côté de lui. Dias et Alna sont tous les deux immédiatement choqués par cette question. Après tout, Alna utilise actuellement sa capacité de camouflage qui devrait la rendre totalement invisible. Eldan explique qu'il ne peut pas réellement voir Alna, mais que son ouïe et son odorat sont extrêmement développés. Même si elle est invisible, il est toujours capable de sentir sa présence. Comprenant qu'il ne sert plus à rien de se cacher, Alna décide de se révéler. Elle désactive son camouflage et se présente à Eldan comme l'épouse de Dias. Eldan remarque immédiatement la corne sur la tête d'Alna et suppose qu'elle est une demi-humaine. Cependant, Alna le corrige rapidement et lui explique qu'elle n'est pas du tout une demi-humaine, mais en réalité une Onikin. Alna admet qu'elle n'a jamais entendu le terme demi-humain auparavant, alors Eldan lui explique ce qu'il signifie. Il lui dit que demi-humain est un terme général utilisé pour décrire les personnes qui ne sont pas humaines, mais qui leur ressemblent tout de même sous certains aspects. Après avoir entendu cette explication, Alna comprend qu'elle est techniquement une demi-humaine après tout. Elle l'admet devant Eldan et dès qu'il l'entend, celui-ci devient extrêmement heureux. Des larmes de joie commencent même à lui monter aux yeux, tandis qu'il demande avec enthousiasme à Dias si Alna et lui ont déjà des enfants ensemble. Dias reconnaît qu'ils n'en ont pas encore. Cependant, Alna ajoute rapidement qu'elle compte avoir au moins 10 enfants avec Dias à l'avenir. Alna mentionne ensuite que Dias élève actuellement 2 orphelins demi-humains. En entendant cela, Eldan devient incroyablement enthousiaste. Il est tellement submergé par le bonheur qu'il se transforme soudainement en éléphant et utilise sa trompe pour soulever Dias. Dias est complètement stupéfait et comprend enfin qu'Eldan est lui aussi un demi-humain. Cependant, cette transformation semble avoir sérieusement éprouvé le corps d'Eldon. Dias et les autres ramènent rapidement Eldan dans sa calèche afin qu'il puisse se reposer. Là-bas, Camaloth explique qu'Eldan est en réalité à moitié demi-humain et qu'il possède la capacité de passer de sa forme humaine à sa forme animale. Cependant, alterner entre ces deux formes impose un stress considérable à son corps. Pour cette raison, Eldan dépend énormément des soins et du soutien de ses épouses dévouées qui veillent sur lui. Eldan prend ensuite la parole et explique qu'il s'est simplement laissé emporter par son enthousiasme plus tôt et s'est transformé sans penser aux efforts que cela imposerait à son corps. Malheureusement, son corps n'a pas réussi à suivre son excitation, ce qui explique pourquoi il s'est retrouvé si épuisé par la suite. Dias comprend la situation d'Eldan, mais il oriente rapidement la conversation vers la rébellion qui est actuellement en cours. Eldan ne nie pas son implication dans la rébellion. Cependant, il explique que ses actions n'ont pas pour but de semer le trouble sans raison. D'après Eldan, il se bat uniquement parce qu'il veut protéger les personnes qui lui sont les plus proches. Camaloth explique que toute cette situation a commencé lorsqu'Eldan était encore enfant. L'ancien seigneur du domaine de Kasdek, le seigneur Enkars, avait une épouse et 2 fils. Cependant, Enkars traitait mal son premier fils car le garçon lui ressemblait trop. En revanche, Enkars était bien plus fier de son autre fils qui était beau, intelligent et né d'une femme du peuple des éléphants. Enkars finit par désigner ce second fils comme son véritable héritier et lui accorda un poste important ainsi qu'une grande autorité au sein du domaine. Ce fils était Eldan. Eldan explique que jusqu'à l'âge de 4 ans, il croyait être un humain parfaitement normal. Cependant, un jour, il découvrit la vérité sur lui-même et apprit qu'il était en réalité un demi-humain. Il découvrit également quelque chose d'encore plus choquant. Sa véritable mère était retenue comme esclave. À partir de ce moment-là, Eldan commença à passer davantage de temps avec sa mère et développa peu à peu une relation étroite avec elle. Parallèlement, il œuvrait secrètement dans l'ombre afin de protéger les autres demi-humains vivant dans le domaine. Eldan devait cacher tout cela à son père, Enkars, car il savait que si celui-ci découvrait un jour ce qu'il faisait, les demi-humains seraient probablement enchaînés et encore plus maltraités. Eldan dit ensuite à Dias que son plus grand souhait est de vivre dans un monde où tout le monde pourrait cohabiter en paix, peu importe son origine ou qu'il soit humain ou demi-humain. Après avoir entendu son histoire, Alna se souvient de quelque chose qu'elle avait entendu à propos d'Eldan et lui demande ce qu'il en est de la rumeur selon laquelle le second fils du seigneur serait entouré d'un grand groupe d'esclaves. Camaloth explique
explique que cette rumeur a en réalité été créée volontairement dans le cadre de leur plan. La vérité est totalement différente. Eldan et ses épouses s'aiment sincèrement et leur relation repose sur une véritable affection plutôt que sur l'esclavage. Alna trouve cela incroyablement touchant et pense que leur relation est même très mignonne. Cependant, Camalot explique qu'entretenir cette tromperie n'a pas été facile. Finalement, le seigneur Enkars commença à avoir des soupçons et faillit déclencher une guerre totale contre tous les habitants de son domaine. Heureusement, Eldan s'était préparé à une telle situation. Il parvint à rassembler ses propres forces et s'opposa à l'armée de son père. Au bout du compte, Eldan et ses alliés réussirent à vaincre l'ensemble de l'armée du seigneur Enkars. Après avoir tout expliqué, Eldan reporte son attention sur Dias. Il dit à Dias à quel point il le respecte et lui explique qu'il a entendu d'innombrables histoires sur ses exploits en tant que sauveur héroïque. Eldan admire Dias depuis longtemps et espère qu'ils pourront rester en bons termes. Plus important encore, Eldan espère qu'ils pourront œuvrer ensemble à la création d'un monde où les humains et les demi-humains pourront vivre paisiblement les uns aux côtés des autres. Dias répond à Eldan qu'il soutient déjà ses idéaux. Après tout, tous les habitants du village d'Iluk vivent déjà ensemble en paix, qu'ils soient humains ou non humains. Dias reconnaît qu'il serait merveilleux que le reste du monde puisse devenir comme le village d'Iluk, un endroit où tout le monde peut vivre ensemble sans haine ni discrimination. En entendant cela, les yeux d'Eldan commencent à se remplir de larmes. Il réalise que le rêve pour lequel il s'est battu pendant une si grande partie de sa vie est déjà en train de devenir réalité sous ses yeux. Pour la première fois, Eldan voit la preuve qu'un monde où les humains et les demi-humains peuvent coexister pacifiquement est peut-être réellement possible. Après cela, Dias et Eldan passent un moment à discuter et à réfléchir à différentes façons d'encourager davantage de personnes à venir s'installer dans leur domaine. Dias envisage de faire passer le message par l'intermédiaire des marchands qui voyagent entre les différentes régions, tandis qu'Eldan affirme qu'il prévoit de faire une annonce officielle à Kasdek afin d'informer la population des possibilités offertes dans son domaine. Avant de partir, Eldan donne également quelques conseils à Dias. Il lui suggère de commencer à constituer des réserves de nourriture beaucoup plus importantes car il aura besoin d'une grande quantité de provisions s'il compte agrandir son domaine et accueillir davantage de personnes. Dias remercie Eldan pour ses conseils et lui promet de les garder à l'esprit. Au coucher du soleil, Eldan monte enfin dans sa calèche et entame son voyage de retour vers Kasdek. Dias rentre ensuite chez lui, mais dès son arrivée, Senai et Ayhan commencent immédiatement à le réprimander parce qu'il n'est pas revenu à l'heure promise. Les deux enfants sont tellement en colère que leur voix semble presque assez puissante pour souffler le visage de Dias. Leur crise finit par les épuiser au point qu'ils n'ont plus aucune énergie et s'endorment. Dias et Alna restent alors à proximité pour veiller sur eux. Alna pense que Dias aurait dû gronder les enfants car il le frappait à coups de poing et de pied tout en se plaignant de son retard. Ils avaient même insisté pour rester éveillés parce que Dias avait rompu sa promesse de rentrer à l'heure. Dias reconnaît que leur comportement n'est pas vraiment acceptable, mais il sait aussi qu'il est le premier à avoir brisé sa promesse. Pour cette raison, il décide de laisser passer cette fois-ci. Mettant cela de côté, Dias raconte à Alna sa conversation avec Eldan et lui explique qu'il prévoit de créer une exploitation agricole afin d'augmenter leur production de nourriture. Alna est sur le point de donner son avis à Dias lorsqu'un changement soudain se produit. Sa corne commence à briller et elle sent immédiatement la présence de 5 intrus dans les environs. Dias et Alna comprennent que ces 5 personnes arrivent d'une direction complètement différente de celle prise par le groupe d'Eldan. Ils en déduisent donc que les nouveaux arrivants doivent être des bandits. Dias demande à Alna de rester en arrière pendant qu'il va enquêter, mais celle-ci lui rappelle rapidement qu'il fait beaucoup trop sombre pour qu'il puisse voir correctement tout seul. Elle lui explique qu'il aura besoin de son aide pour retrouver les intrus. Dias comprend qu'elle a raison, alors ils partent tous les deux afin de découvrir qui a pénétré sur leur territoire. Pendant ce temps, plusieurs hommes encapuchonnés portant des torches se tiennent au milieu d'un champ. Ils ont fait tout ce chemin avec un seul objectif en tête. Ils veulent éliminer Dias à tout prix. Les bandits savent qu'ils n'auraient aucune chance contre lui en plein jour, alors ils ont décidé de s'introduire discrètement sur son territoire pendant la nuit et de le prendre par surprise. Au début, le groupe est convaincu que son plan fonctionnera. Cependant, leur assurance disparaît rapidement lorsque des flèches commencent soudainement à fuser vers eux depuis l'obscurité. Les projectiles viennent de la direction d'une étrange lumière rouge visible au loin. Le chef des bandits ordonne immédiatement aux autres de continuer à tirer sur l'ennemi. Le groupe poursuit ses tirs en direction de la lumière rouge, espérant toucher la personne qui s'y cache. Après avoir tiré pendant un certain temps, ils finissent enfin par atteindre quelqu'un. Les bandits pensent avoir identifié la position de leur ennemi, alors ils se précipitent immédiatement vers la zone pour achever leur attaque. Mais ils viennent de commettre une énorme erreur. Avant même qu'ils ne puissent réagir, Dias surgit soudainement de nulle part et neutralise 4 des bandits
bandits d'un seul coup. Le chef est complètement choqué par ce qu'il voit. Il est ensuite distrait par la lueur émanant de la corne d'Alna. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, Diaz apparaît soudainement juste devant lui. Diaz lui assène un puissant coup de pied qui propulse le chef des bandits dans les airs et lui fait perdre connaissance. Pendant ce temps, la personne qui a engagé les bandits parvient à s'échapper du champ de bataille. Alors qu'il prend la fuite, il commence à regretter de s'être mêlé aux affaires de Diaz. Cependant, l'une de ses anciennes blessures se réveille soudainement, le faisant s'effondrer au sol. Allongé là, en proie à la douleur, l'homme commence à blâmer Diaz pour tout ce qui lui est arrivé. Il se souvient que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, Diaz n'était rien de plus qu'un simple roturier. Le noble n'arrive pas à croire qu'un homme comme Diaz ait eu l'audace de l'attaquer malgré son statut. À cause de cette humiliation, il jure qu'il se vengera un jour de Diaz, quel qu'en soit le prix. De retour sur le champ de bataille, Diaz et Alna parviennent à rassembler tous les bandits restants. Diaz les regarde et n'arrive pas à croire qu'ils aient été assez stupides pour entrer sur son territoire et tenter leur chance comme bandits. En tant que seigneur de ces terres, Diaz s'apprête à annoncer leur punition. Alna s'attend à quelque chose de sérieux, peut-être même à une sanction brutale comme la décapitation. Cependant, Diaz la surprend et au lieu de les tuer, il se contente de leur donner un avertissement et de les chasser de son territoire. Diaz explique que personne n'a été grièvement blessé pendant l'incident, alors il accepte de les laisser partir cette fois-ci. Cependant, il les avertit que s'ils reviennent un jour dans son domaine pour y semer le trouble, il ne sera pas aussi indulgent. Alna comprend sa décision et tous les deux commencent à reprendre le chemin de la maison. Pendant qu'ils marchent, Alna se met à repenser à la première fois où elle a rencontré Diaz. Elle se souvient à quel point elle avait été choquée en voyant un homme adulte allongé avec insouciance au beau milieu d'un champ. À ce moment-là, elle avait supposé que Diaz était un bandit et avait brièvement envisagé de le tuer. Cependant, pour une raison quelconque, elle avait décidé de lui parler à la place. En repensant à tout ce qui s'est passé depuis, Alna réalise que choisir de ne pas tuer Diaz a probablement été la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. En pensant à la façon dont sa vie a changé grâce à cette unique décision, Alna devient émue. Soudain, elle décide de faire quelque chose d'inattendu. Alna active son camouflage et devient totalement invisible. Elle s'approche silencieusement de Diaz par derrière et lui dépose un rapide baiser sur la joue. Mais à peine 10 secondes plus tard, Alna se sent incroyablement gênée par ce qu'elle vient de faire. Elle se retourne immédiatement et s'enfuit. Diaz reste un instant confus avant de comprendre ce qui vient de se passer. Il se lance alors à sa poursuite, tandis qu'Alna continue de courir, complètement embarrassée par cette soudaine démonstration d'affection. Le lendemain, Diaz retrouve Moll et lui explique qu'il souhaite commencer à cultiver des plantes dans les prairies. Malheureusement, Moll lui annonce que cela ne sera pas possible, car pour une raison inconnue, les cultures refusent tout simplement de pousser dans ces plaines, peu importe les méthodes employées. Malgré cela, Diaz refuse d'abandonner. Il explique à Moll que tout ce dont il a réellement besoin, ce sont des conseils pour faire pousser des plantes en pot. Même si l'expérience échoue, il veut tout de même essayer afin de voir par lui-même ce qui se passera. Moll finit par accepter de l'aider. Elle lui explique qu'il doit broyer des pierres de feuilles verdoyantes avec des os d'animaux avant de mélanger la poudre obtenue à la terre. Elle le prévient également que cette méthode fonctionne bien mieux pour cultiver des plantes en pot et des herbes médicinales que pour faire pousser des légumes. Cependant, Diaz ne comprend pas vraiment la différence. À ses yeux, les herbes médicinales et les légumes ressemblent tous à différentes sortes d'herbes, alors il est incapable de les distinguer. Moll admet qu'elle n'est pas totalement certaine de la différence non plus, mais elle affirme que le peuple de la forêt connaîtrait certainement la réponse. Diaz n'a encore jamais entendu parler du peuple de la forêt, alors il lui demande qui ils sont. Moll lui explique qu'il s'agit d'une race ancienne possédant une connaissance approfondie des forêts et des plantes. D'après les récits, ils connaissent presque tout de la nature et disposent même du pouvoir de transformer une terre stérile en un territoire couvert d'arbres et de verdure. Cela dit, Moll reconnaît qu'elle n'a jamais vu un membre du peuple de la forêt de ses propres yeux, alors elle ne sait même pas s'ils existent réellement ou s'ils ne sont qu'une partie de vieilles légendes. Après cela, Moll accepte d'aider Diaz dans ses projets de culture. Elle lui explique que, si tout fonctionne, elle aimerait qu'il apprenne à tout le monde comment cultiver correctement, car le village essaie de créer une source de nourriture plus stable et ne peut plus continuer à compter uniquement sur la chance. Diaz accepte immédiatement et lui répond qu'aider tout le monde faisait partie de son plan depuis le tout début. En entendant cela, Moll est très heureuse. Elle plaisante ensuite en disant qu'elle place déjà beaucoup d'espoir dans les enfants que Diaz et Alna auront un jour ensemble. Au moment où Diaz entend ces mots, son visage devient instantanément bleu vif de gêne, le laissant totalement sans voix. Plus tard dans la journée, Diaz retourne dans son domaine, les jumelles le remarquent immédiatement et courent joyeusement à sa rencontre. Heureuse qu'il soit rentré tôt aujourd'hui,
aujourd'hui au lieu de rester dehors jusqu'à tard comme d'habitude. Diaz ouvre son sac et montre fièrement aux jumelles ce qu'il a rapporté. Le sac est rempli de jolies pierres qu'il a ramassées, mais les filles perdent rapidement tout intérêt lorsqu'elles comprennent qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'un sac rempli de cailloux. Après cela, elles partent jouer avec les moutons. Un peu plus tard, Alna arrive. Après que Diaz lui a parlé des pierres qu'il a trouvées, elle lui explique immédiatement qu'elles ne contiennent absolument aucune énergie magique. Elles ne peuvent même pas en stocker, ce qui signifie qu'il ne s'agit au fond que de pierres ordinaires. Diaz comprend comment Alna a réussi à le déterminer aussi rapidement, mais il n'a aucune idée de la manière dont Ayan et Senai ont pu le savoir simplement en les regardant. Alna sourit et lui explique que les jumelles sont étonnamment talentueuses malgré leur jeune âge. Il leur arrive même de détecter de minuscules traces d'énergie magique qu'elle-même est incapable de percevoir. Alna affirme que si les jumelles continuent à s'entraîner sérieusement, elles pourraient même devenir assez fortes pour surpasser un jour le chef du village. En entendant cela, Diaz est sincèrement heureux et devient impatient de voir jusqu'où leur force progressera à l'avenir. Plus tard dans la journée, Diaz est occupé à terminer de broyer les feuilles verdoyantes lorsqu'Alna entre soudainement. Elle lui annonce qu'elle a senti un groupe d'intrus approcher depuis l'est. Sans perdre une seconde, Diaz et Alna se rendent immédiatement dans la plaine afin d'enquêter. Alna se prépare à lancer une attaque contre le groupe qui approche, mais avant qu'elle ne puisse agir, Diaz lui demande soudainement de s'arrêter, car il les reconnaît. Les personnes qui viennent dans leur direction sont en réalité Camalots et son groupe. Alna prend la longue vue et observe plus attentivement. Elle remarque qu'ils ont également amené leur guise blanc avec eux, ce qui lui fait se demander pourquoi ils ont fait tout ce chemin jusqu'ici. En continuant à regarder, elle remarque quelque chose d'étrange qui bouge à l'arrière de l'un des chariots. Diaz lui dit qu'ils pourront simplement demander à Camalots ce qu'il transporte une fois qu'il sera arrivé. Pendant ce temps, caché à l'arrière du chariot, un rat portant des lunettes déclare joyeusement à quel point ils ont eu de la chance d'échapper aux chasseurs d'esclaves et de se glisser secrètement dans le véhicule sans se faire repérer. Cependant, un autre rat lui fait immédiatement remarquer que ce chariot ne se dirige même pas vers le désert. Il affirme qu'il devrait sauter avant qu'il ne soit trop tard. Les autres refusent rapidement car ils poursuivent un objectif totalement différent. Ils expliquent qu'ils sont en réalité à la recherche de Diaz, le célèbre tueur de dragons. Leur plan consiste à tuer l'humain qui a vaincu un dragon afin de prouver à quel point ils sont puissants. Le rat à lunettes fait tout ce qu'il peut pour les convaincre d'abandonner une idée aussi imprudente, mais aucun d'eux ne l'écoute. Ils sont tous persuadés qu'ils peuvent gagner, car une mystérieuse silhouette encapuchonnée leur a affirmé qu'ils étaient assez forts pour le vaincre. Peu de temps après, Camalots arrive enfin dans le domaine de Diaz. Il descend du carrosse, salue Diaz avec un sourire et lui explique qu'il est venu livrer toutes les provisions et tous les objets que le seigneur Eldan avait promis de lui envoyer. Les rats entendent soudain Diaz parler à l'extérieur du chariot et comprennent immédiatement que cette voix est la sienne. Ils deviennent aussitôt nerveux et commencent involontairement à faire du bruit à l'arrière du véhicule. En entendant ces sons étranges, Diaz s'approche pour vérifier ce qui se trouve à l'intérieur. Dès qu'il ouvre la porte du chariot, tous les rats jaillissent en même temps et se préparent immédiatement à l'attaquer. Diaz est totalement pris au dépourvu par cette embuscade soudaine, mais Alna se place rapidement devant lui et bloque le premier groupe avant qu'il ne puisse l'atteindre. Le deuxième groupe se met en colère après l'échec de son attaque et commence à lancer des insultes à Alna. Entendre quelqu'un insulter Alna met immédiatement Diaz en colère, alors il balaye nonchalamment tout le groupe d'un seul coup. Le combat ne dure pas très longtemps. Diaz rassemble rapidement tous les rats sans la moindre difficulté, montrant clairement qu'il n'avait aucune chance contre lui. Une fois la situation calmée, Camalots incline la tête et présente ses excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé. Il explique que tous les rats ayant causé des problèmes sont en réalité des habitants de son propre domaine. Diaz est surpris d'apprendre que ces petits rats font réellement partie du peuple de Camalots. Celui-ci lui explique que, même s'ils ressemblent à des animaux ordinaires, ils appartiennent en réalité à une race intelligente possédant sa propre langue, ses coutumes et sa culture. Leur race est officiellement connue sous le nom de peuple souris, bien qu'ils préfèrent largement se faire appeler le peuple du désert. Après en avoir appris davantage sur le peuple souris, Diaz dit à Camalots qu'il lui laisse entièrement le soin de décider de leur punition. Il ajoute que Camalots n'a rien d'autre à faire pour se faire pardonner, puisque l'affaire est déjà réglée. Malgré tout, si Camalots se sent véritablement responsable et insiste pour se racheter, Diaz affirme qu'il acceptera ce qu'il voudra bien lui offrir. Une fois cela réglé, Camalots remet à Diaz le manifeste de cargaison. Diaz parcourt la liste et se souvient qu'il avait seulement demandé quelques outils agricoles au seigneur Eldan. Cependant, après avoir lu le document, il réalise que la cargaison contient bien plus de choses gonflables qu'il n'en avait réclamé. Diaz lit ensuite la lettre accompagnant la livraison et découvre que le seigneur Eldan
Eldan lui a envoyé un nombre considérable de cadeaux. En plus des outils agricoles, il lui a également offert les chariots et les chevaux utilisés pour le transport. La lettre explique que ces présents sont destinés à renforcer leur amitié et à favoriser les échanges commerciaux entre leurs territoires à l'avenir. Dias est profondément touché après avoir lu la lettre, mais ce qui le surprend le plus, c'est que le seigneur Eldan considère tout cela comme de simples cadeaux entre amis et n'attend absolument rien en retour. Comme si cela ne suffisait pas, Camalots annonce également à Dias qu'ils ont apporté tous les matériaux nécessaires à la construction d'écuries pour les nouveaux chevaux et le bétail. Ils ont même amené suffisamment d'ouvriers pour bâtir eux-mêmes les écuries, faisant ainsi gagner à Dias du temps et des efforts. À ce stade, Dias ressent une immense gratitude et commence à se demander comment il pourra un jour rendre une telle gentillesse. Alna est tellement heureuse à l'idée d'avoir enfin des chevaux qu'elle se précipite soudainement vers Dias et l'enlace. La force de son étreinte le fait tomber directement au sol et elle continue de le serrer si fort qu'il parvient à peine à respirer. Plus tard, alors qu'ils rentrent ensemble à cheval, Alna explique à Dias que sa famille n'était pas très riche lorsqu'elle était enfant. Pour cette raison, elle a toujours rêvé d'avoir un jour un cheval comme animal de compagnie, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Maintenant qu'ils possèdent enfin des chevaux, elle a beaucoup de mal à contenir son excitation. Intrigué, Dias lui demande s'il y avait une raison particulière pour laquelle sa famille n'était pas aisée. Alna répond immédiatement qu'ils avaient autant de difficultés parce que son frère était un bon à rien complètement inutile. Après avoir dit cela, Alna change de sujet et reparle de l'étreinte qu'elle a donnée à Dias plus tôt. Un peu gênée, elle s'excuse au cas où elle l'aurait serré trop fort ou aurait rendu la situation embarrassante pour lui. Pendant ce temps, avec l'aide de grand-mère Maya, Klaus commence à labourer les champs et se montre sincèrement impressionné par le fonctionnement de tout le processus. Dès le lendemain, les terres agricoles commencent déjà à avoir bien meilleure allure grâce à tous les conseils que grand-mère Maya leur a donnés. Alors que tout le monde profite d'un pique-nique, grand-mère Maya leur suggère de creuser une citerne. Elle leur explique que le ruisseau voisin est trop petit pour qu'ils puissent donc compter dessus et qu'ils auront besoin d'une autre source d'eau lorsque la saison sèche de l'été arrivera. À ce moment-là, Ayan et Senai viennent annoncer à Dias que le repas est prêt et qu'il devrait rentrer manger. Dias sourit, trouvant adorable que les jumelles soient parvenues jusqu'ici uniquement pour lui transmettre le message. Il les soulève toutes les deux et les porte jusqu'à la maison, mais il remarque rapidement qu'elles se comportent étrangement. Leurs expressions semblent différentes, ce qui pousse Dias à se demander si quelque chose les préoccupe. Alors qu'ils continuent à marcher, Senai brise soudainement le silence et demande à Dias s'il serait triste s'il découvrait qu'elle lui cache des secrets. Dias réfléchit un moment avant de répondre. Il leur explique qu'il se sentirait peut-être un peu triste, mais que ce ne serait pas très grave, car tout le monde possède des secrets qu'il préfère garder pour soi. Dès qu'elles entendent sa réponse, les deux jumelles affichent une expression soulagée, comme si un énorme poids venait d'être retiré de leurs épaules. Peu de temps après, Dias les repose au sol et elles retournent rapidement ensemble dans les yurts. Plus tard dans la nuit, alors que les jumelles dorment paisiblement, Dias repense à leur comportement étrange de tout à l'heure. Il se souvient également avoir demandé à Ayan et Senai pourquoi elles avaient posé une telle question, mais toutes les deux avaient refusé de lui expliquer ce qu'elles voulaient dire. Au cours des jours suivants, Dias garde un œil sur les jumelles. Elles recommencent peu à peu à se comporter comme d'habitude, avec leur caractère joyeux, et après les avoir vues rire et jouer de nouveau, Dias cesse progressivement de s'inquiéter et finit par oublier toute cette conversation. 3 jours plus tard, le moment est enfin venu de semer les champs. Alna remet à Dias une bourse remplie de graines et il commence immédiatement à les planter dans les terres agricoles. Tout en travaillant, Dias pense que ces graines seront parfaites pour vérifier si le sol est enfin capable de produire des cultures. Peu de temps après, les écuries sont achevées. Dias est impressionné par la rapidité avec laquelle Camalots et son peuple ont réussi à tout construire. Dias remercie Camalots pour tous ses efforts et lui annonce qu'il a déjà préparé quelque chose à rapporter chez lui. Le cadeau se révèle être composé de plusieurs matériaux provenant du dragon de terre. Dias précise qu'il ne s'agit pas d'un paiement pour leur travail, mais simplement d'un témoignage de sa reconnaissance. Dès que Camalots et les autres apprennent la nature du cadeau, ils manquent presque d'avoir une crise cardiaque. Ils savent parfaitement à quel point les matériaux d'un dragon de terre sont précieux, alors ils refusent immédiatement d'accepter quelque chose d'une telle valeur. Le lendemain, cependant, Dias réussit finalement à les convaincre de prendre les matériaux. Il insiste sur le fait qu'ils ne doivent pas les considérer comme un paiement, mais simplement comme le cadeau d'un ami qui souhaitait leur témoigner sa gratitude. Après cela, Dias et Alna retournent dans les champs pour vérifier l'état des cultures. Malheureusement, ils découvrent avec déception qu'aucune des graines n'a germé. Toute l'expérience
est un échec. Malgré tout, Diaz refuse d'abandonner. Il affirme qu'il lui suffit de planter une autre série de graines afin de voir si la prochaine tentative donnera de meilleurs résultats. Le jour suivant, exactement la même chose se produit. Une fois encore, aucune graine ne germe. Diaz commence à se demander s'il ne broie peut-être pas suffisamment de feuilles verdoyantes avant de les mélanger à la terre. Le jour d'après se termine par un nouvel échec total. À ce stade, Diaz commence lentement à perdre tout espoir de pouvoir un jour faire pousser des cultures sur ses terres. En voyant à quel point il est frustré, Alna lui dit doucement qu'il est probablement temps de mettre cette idée de côté. Elle lui rappelle que tout le monde sait déjà que les cultures ne peuvent tout simplement pas pousser dans ce domaine. Diaz prend un moment pour réfléchir à ses paroles avant de finir par accepter. Il comprend qu'elle n'a pas tort, alors tous les deux rentrent tranquillement chez eux, décidant d'abandonner pour le moment leur projet agricole. Ayane et Senai remarquent à quel point Diaz semble déçu après avoir renoncé à cultiver les champs et elles veulent désespérément faire quelque chose pour l'aider. Les jumelles sortent leur amulette lunaire et parlent à travers elle dans l'espoir de contacter leur mère et leur père. Cependant, au lieu d'entendre la voix de leurs parents, une voix inconnue répond soudainement à leur appel et les supplie désespérément de l'aider. Elle semble terrifiée et ne cesse de crier pour que quelqu'un vienne la sauver. En entendant ces appels, Ayane et Senai remarquent que la voix semble provenir de l'intérieur de l'une des yourtes. Curieuses et légèrement nerveuses, elles entrent lentement à l'intérieur afin de découvrir ce qui les y attend.